Voilà, Donc, bonjour à tout le monde. Merci à Nawal de m'avoir un petit peu introduit. Comme ça, on va mm, pouvoir commencer, même si maintenant je pense que je vais devoir chaque fois recliquer pour faire rentrer du monde. Mais enfin, c'est ouais. pas très très grave ça. Voilà, aujourd'hui, bon, j'avais envie de présenter un petit peu le cours que j'avais envie de donner, je dirais, dans l'école de Nawal. Oui, Euh, oui, oui. On parce que fera ce cours, Inch'Allah. oui, oui, on fera certainement ce coup. Et donc, j'avais envie de vous présenter ce que j'aimerais mettre dans le cours. Alors, au départ, je dirais, je vais d'abord un petit peu parler donc de mes ressentis, mon histoire et mes études. Je crois que mes études, Nawal en a un petit peu parlé. Je suis un éternel étudiant. J'ai fait énormément de choses Oui, oui, depuis l'université jusqu'à des choses tout à fait, je dirais, particulières et vibratoires, qui sont des cours, je dirais, de pendule que j'ai suivi il n'y a pas tellement, enfin, il y a quand même maintenant un bon bout de temps. Et donc, vous voyez, j'ai vraiment un panel assez large, je dirais, de thérapie et d'explications. Et maintenant, avec l'âge qui arrive, je suis à la pension dans quelques jours, et bien, je me consacre essentiellement à l'enseignement et à partager, je dirais, mes connaissances avec ceux qui le désirent. Alors, ce que j'aimerais, je dirais, quand j'ai décidé de faire le cours de lithothérapie, c'est surtout de vous donner le goût des pierres semi-précieuses, des cristaux, et vous permettre d'utiliser ça à l'intérieur de votre habitation, sur vous-même, de les porter ou des choses ainsi. On est tous conquis, je dirais, par le pouvoir des pierres. Je crois que depuis tout petit, je ramasse des cailloux aux grandes dames de mes parents, parce que quand on va en vacances, on ramène plein de cailloux qui pèsent très lourd et les parents ne sont pas toujours contents. Mais nous, on est très contents parce qu'on ramène des cailloux et on prend généralement des roches complexes parce qu'on ne connaît pas du tout les autres et que c'est quand même toujours difficile de trouver des cristaux. Mais ces cailloux, on y tient et je trouve que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors j'ai toujours été attiré par ces pierres, par ces pierres semi-précieuses, même par ces pierres précieuses, par ces roches, parce que j'ai aussi des roches, je ne saurais pas les montrer parce qu'elles sont en bas, mais j'ai aussi une roche de chrysocole qui pèse à peu près 7 kilos que j'ai un jour ramené de l'île oh. en étant malade comme un chien, parce que je pense que c'était le moment où j'avais le Covid, mais j'ai remonté ce machin de 7,5 kilos dans mes bras pendant plus de 2 heures pour la ramener à la maison. Et donc, c'est toujours assez amusant. Les pierres, j'ai été un petit peu. Il y a longtemps que je connais les pierres. C'est depuis l'école primaire. Il paraît que j'étais un bon élève, mais je me souviens que j'ai reçu, je dirais, un livre sur la géologie. Je ne connaissais pas du tout, je dirais, les pierres, mais l'histoire, je dirais, de la planète, l'histoire des pierres, l'histoire des roches et des choses comme ça m'a toujours passionné. Et je me souviens que j'ai lu ce livre avec avidité et avec plaisir, alors que j'étais vraiment tout petit. Alors, Mimi est entrée. Voilà. Alors, ici donc, j'aimerais bien, dans cette formation, et après on pourra en discuter, parce que j'aimerais bien que ce soit le plus complet possible et que ce soit le plus pratique possible pour justement vous donner cette envie. J'avais trouvé plusieurs choses. Donc, on va voir en gros, je dirais, le contenu. Comment naissent les roches et les minéraux magmatiques, les roches et les minéraux sédimentaires et métamorphiques. Et donc, j'expliquerai comment fonctionne et comment naissent chaque roche de façon précise. Et puis, directement, on va déjà passer à un effet thérapeutique de ces roches, parce que comme elles ont quand même des grandes différences de formation, elles ont aussi des grandes différences énergétiques et des effets thérapeutiques relativement divers. Et donc ça, on expliquera à son aise. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas comme ceci. Alors donc, on parlera aussi, bien entendu, des cristaux, les découvertes des cristaux. On parlera des systèmes cristallins, très importants pour nous au point de vue vibratoire. Et donc, on parlera donc des effets, des applications des structures cristallines. Autre chose, autre point important, c'est la composition chimique. Malheureusement, je dirais, ou heureusement, je ne sais pas, on parlera quand même un petit peu de chimie, on parlera un petit peu de physique et des choses ainsi pour bien comprendre ce qu'est qu'un cristal, pour bien comprendre, je dirais, la forme et la possibilité thérapeutique d'irradiation des énergies à travers ces cristaux. Donc, ce sera toujours juste. On parlera bien entendu aussi des couleurs, du spectre lumineux, et les couleurs sont vraiment très je dirais, qui sont vraiment capitales, je dirais, dans l'effet qu'on veut avoir au point de vue vibratoire. Je ne sais pas pourquoi ça fait tic-tic comme ça. Et puis alors, on parlera à ce moment-là des pierres. Et à la fin, je dirais, de ce petit exposé, je vous montrerai comment je travaille sur une pierre. Évidemment, tout ceci est très théorique. On en avait déjà parlé avec Nawal. On espère vraiment faire
quelque chose d'un peu pratique pour vous montrer un maximum de pierres, pour vous faire choisir un maximum de pierres de diverses façons, parce que vous allez voir qu'une pierre, est-ce que c'est nous qui la choisissons ou est-ce que c'est elle qui nous choisit? C'est toujours un grand dilemme à savoir. Moi, je pense que c'est souvent les pierres qui nous choisissent. Qui nous choisissent. Prends-moi, elle va te faire du bien. Et généralement, on a toujours ce système intuitif qui fonctionne, je trouve, super bien. J'ai une petite fille qui aura bientôt 4 ans, qui systématiquement, quand elle rentre chez moi, elle va à l'endroit où j'ai toutes les petites pierres, j'ai un endroit où je mets toutes mes pierres, et elle en choisit toujours une ou deux, et elle dit, je peux prendre la pierre? Je dis, oui, oui, tu peux la prendre. Et donc, je ne sais pas comment elle fait, elle prend plusieurs pierres, une ou deux pierres, et elle les met en dessous de son oreiller, alors que personne ne lui a dit qu'elle devait les mettre en dessous de son oreiller. Et donc, je trouve ça fabuleux. Je dirais qu'une petite fille de 4 ans, de façon tout à fait intuitive, choisit des pierres en fonction du moment et qu'elle les met directement en dessous de son oreiller. Ce qui est plus embêtant, c'est quand ma fille secoue les draps et qu'elle ne sait pas qu'il y a des cailloux dans son lit, ça fait des bruits sur les carreaux qu'elle n'aime pas. Mais bon, c'est comme ça. Donc on verra tout ça, je dirais, la façon de choisir des pierres, la façon de pouvoir les utiliser et donc tout un système, je dirais, de formation. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu la façon dont je travaille. Je vais un peu vous expliquer aussi comment naissent les roches. Bon, ben, c'est pas toujours facile parce que même, je dirais, au point de vue tout à fait scientifique, il y a encore des grandes inconnues sur la naissance, je dirais, des roches, sur la naissance, je dirais, du magma et des choses ainsi. Ce qu'on sait vraisemblablement, c'est que notre bonne petite vieille planète était au départ un grand nuage de gaz qui s'est condensé. Et donc, toutes ces poussières, je dirais, avec des éléments complètement, des atomes complètement variés et différents, s'est condensé en une boule de feu, en une espèce de grosse masse visqueuse, des températures monstrueuses, bien que quand j'ai recherché la température aujourd'hui évaluée du centre de la Terre, on ne sait pas vraiment l'expliquer, tout comme la pression, on ne sait pas. On estime que le centre de la Terre est relativement chaud, plutôt un peu plus haut que 5000 degrés, et on estime que la pression, je dirais, à l'intérieur de la planète fait un petit peu plus de 600 ou 700 atmosphères, ce qui est quand même considérable, puisqu'on sait par exemple que quand on va dans l'eau, à chaque fois qu'on descend de 10 mètres, on prend une atmosphère. Donc, on pourrait même arriver à des atmosphères beaucoup plus conséquentes, et vous allez voir un petit peu. Donc cette petite masse en fusion, eh ben, c'est un petit peu refroidi à sa croûte. Elle a fait une belle petite croûte que l'on connaît maintenant, sur laquelle on peut se déplacer, sur laquelle on peut bâtir nos maisons. Et donc cette croûte terrestre, elle est pourtant relativement mince. Si on considère, je dirais que la Terre représente la pomme, eh bien la croûte terrestre représente un petit peu la pelure. Donc vous voyez, c'est quand même pas énorme. Alors, donc, ce système, je dirais, de magma, ces systèmes de mélange de tout plein de molécules, de tout plein d'atomes, de tout plein de choses comme ça circule tout le temps, puisque vous savez que à partir du moment où un élément est très chaud, il a tendance à monter, et donc à l'intérieur du magma, dans toutes les positions, puisque nous sommes dans une boule, eh bien les parties les plus chaudes vont remonter, je dirais, à la surface, et donc vont parfois sortir quand il y a des volcans, parfois rester à la surface, et une fois qu'elles vont rester à l'intérieur, je dirais, de la croûte terrestre, elle va refroidir évidemment puisqu'elle est en haut, et puis elle va donc redescendre un petit peu vers le bas, et donc l'intérieur de notre petite planète, elle bouge tout le temps. Il n'y a pas un mouvement qui va s'arrêter. Et donc cette croûte aussi qui est au-dessus, elle bouge aussi, parce qu'elle est poussée par le magma de gauche à droite, et donc on a aussi des failles, je dirais, des zones où la Terre est un peu plus fragile, où cette croûte terrestre est un petit peu plus fragile, et donc on a par exemple toutes les failles tectoniques qu'on peut voir. Donc vous voyez les toutes grandes, il y a des plaques tectoniques qui vont séparer, je dirais, les continents, il y en a d'autres qui vont rapprocher les continents. Et il n'y a pas de hasard. Il y a 3 ou 4 jours, j'ai vu, je dirais, sur la télévision, une émission très intéressante sur les plaques tectoniques en Méditerranée et surtout, je dirais, sur les volcans. Et on n'imagine pas encore le nombre de volcans qui sont en activité, je dirais, même en Europe, et qui risquent de bouger, qui risquent de péter à tous les moments. Quand on a le Stromboli, l'Etna, le Vésuve, toute cette zone-là, ils ont vraiment très très peur que ça bouge et que ça n'explose, et qu'on pourrait même, je dirais, avoir
comme à Pompéi, je dirais le voletna pardon, le Vésuve qui repart dans tous les sens et qui fasse de nouveau des catastrophes au niveau écologique et au niveau donc de l'Italie. Dommage parce que moi qui avais envie, je dirais, d'aller jusque-là. Oui. Attends, bah oui, où est-ce que je vais aller maintenant? Au Maroc, c'est plus stable. Je peux vous garantir que c'est plus stable. Choisis le Maroc. Ils estiment parfois même qu'à partir du Stromboli, là, si le Stromboli explosait, ça ferait aussi comment on appelle ça, un raz-de-marée qui aurait 50 ou 60 mètres de haut vers l'Italie. Donc, imaginez un petit peu les catastrophes que ça pourrait engendrer. Donc voilà, ici, je vous ai mis une petite image, je dirais facile, pour comprendre un petit peu donc que le magma bouge dans tous les sens. Il peut y avoir une éruption ou pas, mais quoi qu'il se passe, je dirais, dès qu'il y a une montée de lave, eh bien, on peut avoir une fabrication de cristaux, et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Donc, on a donc ces types de roches, que ça monte, je dirais que ça explose et que ça ressort pour refroidir très très vite, ou ça reste latent, je dirais, sous la croûte, eh bien, on peut avoir dans ces montées, je dirais, de magma, la formation de cristaux de roche. Alors, je vais vous expliquer ça un petit peu plus. Bon, dans toutes les roches que l'on retrouve, on estime toujours qu'il y a trois types de roches. La magmatique, qui est donc liée, je dirais, à la montée de la lave, la sédimentaire, qui est les roches qui vont redescendre, je dirais, le long des cratères des volcans, le long des montagnes, qui vont se mettre en couche en sédiment, et les métamorphiques, qui sont des roches qui peuvent être recuites, comme je dis, qui peuvent monter dans le volcan, redescendre, remonter, redescendre, et donc qui vont aussi être partie, je dirais, d'une partie des roches sédimentaires qui peuvent se retrouver de nouveau à l'intérieur. Donc, c'est un genre de mélange des deux types de roches que l'on peut avoir. Alors, comment est-ce que ça peut naître? Je dirais, je vais faire un petit appart, je dirais, gourmand. Tout le monde a déjà fait de la gelée, je dirais, des confitures, des choses comme ça. Eh bien, quand vous faites, par exemple, de la gelée de coin, parce que c'est là que ça fonctionne le mieux, je dirais, vous allez donc chauffer, je dirais, en mettant du sucre. Le sucre va être tout à fait dissous. Et puis alors, vous allez faire votre gelée, vous allez les mettre de côté. Et quelques jours plus tard, vous allez vous apercevoir que apparaît, je dirais, au-dessus de la gelée, des cristaux de sucre, alors que tout avait été dissous. Et donc, ces cristaux vont se renforcer, vont devenir de plus en plus grands, et donc vont grandir. Eh bien, les roches, les cristaux se font exactement, je dirais, de la même façon. C'est-à-dire que dans ce magma, vous avez donc des atomes, vous avez du fer, du cuivre, etc., tous ces éléments qui vont se mettre ensemble, et qui, quand ils sont vraiment en profondeur, c'est tout à fait liquide. Mais à partir du moment où ils vont remonter, ils vont refroidir, eh bien, ils n'ont pas toute la même densité, ils n'ont pas toutes les mêmes qualités. Et donc, en refroidissant, eh bien, on va avoir, je dirais, la solution du magma qui va être sursaturée de ces éléments-là. Et ces éléments-là vont pouvoir cristalliser et faire des petits cristaux. Il est certain qu'on ne les voit pas apparaître parce que c'est sur des millions d'années. Quand vous faites votre confiture, c'est en quelques jours. Mais bon, ici, c'est vraiment sur des millions d'années. Donc, on a vraiment du mal, je dirais, à voir ce qui se passe, et pourtant, c'est vraiment ça. Et au plus il va rester en dessous du magma, en dessous de la croûte terrestre, au plus ces cristaux vont prendre beaucoup de volume. S'ils sortent, par exemple, avec la lave, on aura toujours des cristaux beaucoup plus petits, parce que vous allez même avoir, je dirais, la lave va refroidir beaucoup plus vite. Quand vous avez même de la lave qui va se remettre dans l'eau, vous allez avoir un genre de, comment est-ce qu'on pourrait bien expliquer ça, de masse vitreuse qui va se gélifier, qui va devenir très très dure. Ça peut même donner, je dirais, certaines pierres qu'on connaît, par exemple comme l'obsidienne noire, ou bien l'obsidienne de flocon de neige, qui est avec des petites taches blanches. Eh bien ça, c'est vraiment une pierre qui refroidit très très vite, je dirais, et qui est donc qui s'est retrouvée dans l'eau. Donc, on peut avoir tout ce système-là au point de vue construction d'une roche magmatique. Alors, qu'est-ce qu'on a la solution sursaturée? Là, je vous ai expliqué. Ça, j'ai toujours dit aussi. Donc, la pression. Bon, je vous ai dit, la pression, c'est, comment dire, un cristal va se former en fonction des éléments qu'elle va trouver, c'est-à-dire du fer, du cuivre, du manganèse, du magnésium et des choses comme ça. Donc, tout ça, ça va former la base, je dirais, de la pierre, des sulfates, des carbonates, des halogénures, tous ces trucs-là vont être donc bien précis. Et donc, parfois, c'est simplement un petit élément qui va donner la couleur. Et donc, tout ça est bien au fond, je dirais,
des roches magmatiques, c'est vraiment dans le magma et c'est à l'air libre. Enfin, c'est pas à l'air libre, je dirais, en liberté totale et ça fonctionne vraiment, je dirais, dans un système complexe de formation de ce cristal en fonction du lieu et en fonction de la pression, en fonction de la température et donc de l'environnement global, je dirais, du cristal. Donc, à partir du moment où je vous ai dit donc que toutes ces petites substances parviennent à être solidifiées, eh bien, le cristal va apparaître. Si maintenant on a une substance homogène, comment dirais-je, on va appeler ça un minéral. Si le système est hétérogène, on va appeler ça une roche. Je ne sais même pas si j'ai... Oui. Je peux même en avoir une ici. Par exemple, ici, c'est simplement, je dirais, une roche. Ça va, vous voyez bien la roche. C'est une rhodionite. Je dirais, c'est vraiment une roche, je dirais, hétérogène, que l'on trouve très facilement, par exemple, à l'île d'Elbe, puisque je vous ai dit que l'Italie est quand même un lieu où il y a énormément de volcans et énormément de roches, je dirais, hétérogènes. Il y a moins de roches, moins de cristal et des choses comme ça, ce qui est bien dommage. Donc voilà un petit peu le processus, je dirais, de refroidissement qui donne les cristaux de magmatiques. Et donc on verra aussi, je dirais, dans la formation complète, on verra les roches sédimentaires, on verra les roches métamorphiques, on verra voir un petit peu. Donc vous voyez un petit peu ici le magma avec les roches. Il faut aussi savoir que dans les roches magmatiques, il y a des roches vulcanites, des roches plutonites, c'est-à-dire des roches qui vont sortir, des roches qui vont rester à l'intérieur, et tout ça, ça porte des noms tout à fait différents. Et vous voyez donc ce petit schéma que j'expliquerai de façon précise la prochaine fois. Donc les roches magmatiques, je vous ai dit trois types dans les plutonites aussi. On peut avoir des formations différentes avec des gaz, avec de l'eau. Tout ça, ça va donner des roches différentes. Et je vous donne quelques exemples, par exemple, de vulcanites, qui sont pour moi des très très belles pierres. C'est l'opale de feu. Donc vous voyez un peu même dans l'opale de feu les différentes couleurs que l'on peut avoir. C'est pour moi une très très belle pierre. Tu n'as pas ça, Nawal? Une opale de feu? Non. Ah si, peut-être bien. Donc voilà, Nawal, elle a tout ce qu'on veut au point de vue pratique. C'est génial. Comme ça, si je vais un jour donner cours, je dirais, au Maroc, je ne vais pas devoir prendre 10 kilos de pierre avec moi, ce qui est parfait. Ce sera plus léger. Donc ici, je vous ai encore donné donc la radurite, la roche que je vous ai montrée, le jaspe léopard, ça c'est déjà une pierre qui est polie, qui est déjà beaucoup plus travaillée, mais on peut aussi retrouver comme système de l'aventurine, des péridotes, tout ça ce sont des pierres différentes, et donc voilà un petit peu. Alors, quand on parle d'une pierre, au point de vue thérapeutique, il faut savoir un petit peu aussi, comment dirais-je, parler de la thérapeutique de la pierre elle-même, ça va? Parce que ça, c'est quand même capital pour moi. Donc, on sait par exemple que toutes les roches magmatiques, elles vont favoriser donc tous les processus d'apprentissage. C'est-à-dire que même maintenant, alors qu'on a des enfants qui vont bientôt avoir des examens, eh bien, si on peut trouver une roche, je dirais, magmatique, ça va donner, je dirais, la possibilité aux enfants d'améliorer, je dirais, ces processus d'apprentissage. Alors aussi, on dit aussi qu'elle, comment dirais-je, elle représente certaines valeurs spirituelles dont elles soutiennent le développement. Bon, ici, c'est les roches magmatiques en général, mais dans les roches magmatiques, vous avez donc plusieurs formes de cristal, vous avez aussi plusieurs couleurs, plusieurs pierres qui peuvent être polies, brutes, etc. Donc, tout ça, ça va donner, je dirais, une impulsion vibratoire encore plus importante à la personne qui va donc travailler avec les pierres. Par exemple, ici, l'aventurine est une pierre qui va renforcer notre autonomie et notre individualité, alors que le pal de feu va raviver notre feu intérieur. C'est bien dit quand même. Hein. Alors voilà, donc les cristaux, on va maintenant un petit peu plus loin, je dirais, dans le système. Si on regarde ici, on parlera de toutes les roches de cette façon-là, et on ira beaucoup plus loin, je dirais, dans l'explication thérapeutique de ces roches-là. Alors voilà, donc une roche pour moi, je dirais, ça correspond à quoi? Ben, la roche, c'est une vibration, c'est une matière, c'est de l'énergie. Je ne sais pas comment on peut dire ça. J'ai toujours eu des problèmes, je dirais, avec mon papa qui disait qu'une pierre ne bougeait pas, qu'il n'y avait pas d'énergie dedans. Et j'ai toujours dit que moi, une pierre était pleine d'énergie et que cette énergie, on la ressentait par des vibrations. Et donc, cette énergie, elle est liée à la couleur, à la structure interne, à l'onde de forme qu'on va donner, ou bien même la structure brute, et bien entendu à la composition chimique. Alors dans la formation, on verra à peu près tous les systèmes. Alors
J'aime aussi, je dirais, en tant qu'universitaire, j'aime bien mettre certains rappels et certaines définitions. Donc, j'aime bien mettre la définition de la lithothérapie, donc technique de soins qui permet de traiter les différents déséquilibres physiques, psychiques et émotionnels par l'utilisation des pierres. Vous verrez dans les exemples de pierres que j'ai choisis aujourd'hui, justement, ces déséquilibres physiques, psychiques et émotionnels. Donc le mot oscillithérapie n'est attesté que depuis quelques dizaines d'années. Il aurait été formé dans la seconde moitié du XXe siècle en même temps que la phytothérapie. Donc il s'agit de l'association des termes lithos, pierre, et thérapia, qui signifie soin. Alors, le cristal, c'est donc, lui, par contre, c'est un solide dont les constituants, atomes, molécules et ions, sont assemblés de manière régulière. On a perdu le son. On t'entend plus, Michel. On n'entend plus. On t'entend pas. Mes AirPods sont connectés à toi. Oui, mais j'ai connecté, mais on t'entend pas. Ah. Voilà. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Oui, ça y est. Moi, je va. vous entends, en tout cas. C'est parfait si tu m'entends. Il y a beaucoup de gens qui m'entendent. Je suis vraiment désolé. J'ai un fils qui a mis comment on appelle, ses écouteurs et qui est passé sur le son de mon PC. Et donc, on ne m'a plus entendu. Maintenant, je crois que mon son fonctionne de nouveau. Excusez-moi de cet incident technique. Pas de souci. On sait aussi, par exemple, que quand on parle, je dirais, de la définition du cristal, on sait donc que chaque cristal possède une structure interne bien définie et ce, de façon très mathématique. Donc, c'est déjà à partir du XVIIe siècle, je crois, c'est presque plutôt en 1699, que donc un géologue s'est aperçu de cette structure mathématique. Et donc, il sait que pour chaque cristal, les angles, les surfaces faisaient toujours les mêmes angulations. Et donc, il a fait un système cristallin qu'il a pu travailler, qu'il a pu étudier et que l'on étudie aussi. C'est-à-dire qu'il a travaillé, par exemple, sur un système cristallin cubique. Donc, c'est-à-dire que les angles sont toujours un cube, ou bien un hexagone, ou bien un triangle, ou bien un rectangle, ou bien un losange, ou un parallélogramme et un trapèze. Et là, donc, nous avons, je dirais, à peu près toutes les, enfin, on n'a pas à peu près, on a toutes les structures, je dirais, cristallines des cristaux que l'on trouve dans la nature. Il y a aussi les cristaux diamorphes qu'on verra et qui sont, à mon avis, beaucoup moins importants, je dirais, pour nous. Alors voici de façon, je dirais, imagée les structures cristallines internes, le cube, le quadratique, l'orthorhombique, l'hexagonal, le rhomboédrique, le monoclinique et le triclinique. Et donc, toutes ces structures représentent déjà, je dirais, un ensemble construit, un ensemble, je dirais, intéressant pour nous, qui va nous donner des vibrations différentes. Et comme vous voyez aussi, je reviens encore à l'image, je ne sais pas si je peux le faire comme ceci, tac, tac, voilà. Non, je vais encore le faire une plus loin. Regardez bien aussi, parce que ça c'est relativement intéressant aussi, il y a 7 structures cristallines différentes. Et donc, ça va nous faire penser à quoi? Ça va nous 7 couleurs, ça va nous faire penser aux 7 chakras. Ma femme me dit toujours, ça va nous faire penser aux 7 jours de la semaine, mais ça nous fait penser aussi aux 7 nains de chez Walt Disney. Ça va? Donc, on va se travailler, je dirais, essentiellement sur ces structures cristallines qui vont toutes donner
je dirais, une énergie totalement différente. Par exemple, le système cubique, qui lui va être relié, je dirais, au premier chakra. Donc, on va retrouver, je dirais, un rayonnement global. On verra ça, je dirais, de façon très, très précise, je dirais, la prochaine fois. Vous voyez, il y a des formules mathématiques que l'on peut distinguer pour savoir exactement l'angulation de chaque partie. Mais bon, c'est pas le plus important pour ce soir. On a aussi, par exemple, je dirais, le système quadratique. Et donc, le système quadratique, comme vous voyez ici, il y a une base carrée. Ça permet un centrage sur des points cardinaux. Et on sait que ces systèmes quadratiques vont permettre, quand on les utilise, de relier l'énergie du sol avec l'énergie, je dirais, du ciel, de l'univers. Si on va un peu plus loin dans l'hexagonal, donc l'hexagone est considéré comme la perfection. Parce que toutes ces petites faces, comme on les voit, je dirais, en haut, ici, c'est chaque fois des petits triangles, et on sait que les petits triangles, c'est la Trinité divine. On sait aussi, par exemple, que ça peut représenter les 4 éléments, et je dis bien les 4, parce qu'il y a donc l'eau, l'air, le feu, la terre, qui sont donc, je dirais, à l'extérieur, et le feu, certainement, à l'intérieur de l'icosaèdre. Donc, comme vous voyez, on peut regarder toutes ces petites pierres. On peut avoir donc ici l'aigle marine, l'émeraude, des choses comme ça, qui sont une structure hexagonale. On peut aussi retrouver, je dirais, au point de vue structure, le rhomboédrique. Personnellement, je vais vous parler un peu plus du rhomboédrique parce que c'est un petit peu un système qui me convient très très bien. Le système, ça ne va pas comme ça. Le triangle, c'est donc le cristal de roche que j'aime beaucoup, qui est une pierre très intéressante, mais c'est aussi, je dirais, l'améthyste, la citrine, l'hématite, le jaspe, l'œil de tigre, le quartz rose, la rhodochrosite, le rubis saphir et la tourmaline. Et la tourmaline est une petite pierre que j'aime vraiment beaucoup, surtout comme la petite qui est ici, la tourmaline melon d'eau. Et vous allez voir pourquoi, parce qu'elle me définit relativement bien. Alors vous avez encore donc le 5e chakra, l'orthorhombique, lié à un losange, centrage sur les 4 points cardinaux, le terre et le ciel, privilégiant l'un ou l'autre, selon évidemment la longueur des axes, mais la base est un rectangle permettant, je dirais, un champ d'action beaucoup plus élaboré dans le monde masculin et féminin. Donc, on va avoir, quand on veut améliorer, je dirais, des émotions entre l'homme et la femme, on va essayer de rechercher une pierre plutôt orthorhombique, comme le chrysobéryl, comme l'alexandrite, comme le péridot, la tanzanite. On a déjà vu des exemples, et ici, vous avez un chrysobéryl. Et donc, vous avez aussi maintenant le 6e et avant-dernier, le 6e chakra. Ça va, azurite, épidot, jade et kunzite. L'axe vertical, c'est le franchissement d'un obstacle. Donc, on va pouvoir, avec, je dirais, le monoclinique, quand on va porter cette pierre-là, on va pouvoir franchir un obstacle, que ce soit aller parler à son patron, que ce soit quitter une situation qu'on n'aime pas. C'est vraiment ça aussi. Donc, c'est du matériel, du virtuel, du temporel. Et on doit aller donc vers un but pour pouvoir utiliser cette pierre-là. Et le 7e, je dirais, chakra, le triclinique, qui est lié donc au trapèze, c'est une pierre qui va permettre de communiquer ou de rapprocher, je dirais, 2 personnes, surtout par l'élément de la pensée. Frères, sœurs, parents, amis, c'est le système de la gémellité. Et donc, on a l'amazonite, la kyanite, la fameuse pierre, je dirais, du thérapeute, la pierre de soleil, la rhodonite et la turquoise. Voilà donc, je dirais, une partie, je dirais, de la formation qu'on va avoir. On verra ça, je dirais, de façon très précise et même mathématique, je dirais. Mais alors, au point de vue thérapeutique et au point de vue émotionnel, on verra aussi, je dirais, dans tous les champs qu'on peut travailler. Et donc, par exemple, je vous ai pris le triangle, ça va, le chakra du cœur, le triangle, le système rhomboédrique. Eh bien, quelqu'un qui est demandeur de ce système rhomboédrique est quelqu'un qui va se distinguer par son bon sens, sa simplicité de pensée, sa clarté naturelle et son attitude franche et naturelle. Il se laisse rarement tromper, même s'il n'en dit mot. Alors ce sera quelqu'un qui va bien parler, je dirais. Ce sera un interlocuteur hors pair qui va vous guider sans aucun jugement de valeur. C'est quelqu'un donc qui va pouvoir travailler en tant que thérapeute. La grande qualité qu'il aura sera sa tolérance, mais elle n'est pas infinie, heureusement d'ailleurs. Et si vous la trompez, il ne reviendra jamais. Donc c'est quelqu'un qui aime aussi donner dans sa simplicité, et sa quête sera toujours de trouver la vérité dans la plus grande simplicité et le bon sens. Je dois vous avouer que c'est une pierre c'est un système que j'aime beaucoup, même si trouver la vérité n'a pas été simple parce que nous venons de périodes où le mensonge est légion, où on a quand même eu des très très grands problèmes, je dirais, de vérité dans tout ce qu'on nous a dit
depuis la fin 2019 avec ce Covid. C'est vrai que j'ai été traité de tous les noms, de complotiste, d'assassin, de criminel, parce que je ne voulais pas me fixer, je dirais, ce qu'on disait par la presse, qui n'était pas la réalité, qui n'était pas de toute façon ma réalité. Et à l'heure actuelle, je pense que tout le monde a compris qu'on s'est fait avoir. Donc voilà. Alors toujours, je dirais, pour Laurent Boédric, pour l'aider dans sa quête de recherche de la vérité, voici quelques pierres: la tourmaline, l'améthyste. Ici, nous avons une hématite. Là, nous avons un cristal de roche. Donc, vous voyez, je dirais, on peut avoir plein de petits systèmes de pierres que l'on doit avoir. Dans le cours, je donnerai la façon dont on peut utiliser les pierres. Simplement les porter sur soi, l'avoir comme ma petite fille dans son lit, l'avoir dans une poche, ou au contraire, l'avoir en bague, l'avoir en collier, l'avoir en boucle d'oreille. Ça donne aussi, je dirais, des informations importantes. Alors, autre chose qui, dans le cadre, je dirais, de vibratoire des pierres, va nous donner des informations, c'est la composition chimique. Je vous ai dit, quand on part du magma, on a tous les éléments chimiques que l'on peut avoir dans la nature, qui sont là à l'état liquide, sous forme de pression, etc., etc. Et donc, chaque élément a une connotation relativement importante. Une pierre, je dirais, qui est liée avec du fer n'aura pas la même composition qu'une pierre qui est avec du manganèse, etc., etc. Mais elle n'aura pas du tout le même rôle non plus. Donc, il va être important, je dirais, de connaître un petit peu le rôle de certaines pierres. Par exemple, ici, le fer, on sait par exemple qu'au point de vue physique, eh bien, il va avoir une influence bénéfique sur le sang. Donc, il va aussi améliorer la qualité. On sait aussi que c'est une pierre qui va permettre d'améliorer, je dirais, l'oxygénation. Donc, le fer va être quelque chose qui va nous donner une certaine action. Il va nous reconnecter à notre énergie vitale. Et la couleur rouge qu'il donne souvent, je dirais, est plutôt liée au premier chakra. Alors, vous avez l'hématite, vous avez le jaspe rouge, vous avez le rubis. Je sais que l'hématite n'est pas une pierre rouge, mais laissez-la quelques jours dans un peu d'eau et vous m'en direz des nouvelles. Vous allez voir que l'eau se mettra toute rouge parce que justement, ça va être oxydé très rapidement. Et j'ai déjà eu d'ailleurs l'occasion de visiter à l'île d'Elbe, ils appellent ça le lac de sang. C'est un lac qui est vraiment rouge parce que sur les parois, je dirais, qui entourent ce petit lac, eh bien, il y a énormément d'hématite. Et donc, chaque fois qu'il pleut, eh bien, il y a l'oxydation qui passe, je dirais, sur les murs, ça descend dans l'eau et ça donne, je dirais, une eau très, très rouge. Elle est interdite d'accès parce qu'il y a énormément aussi dans ce type de pierre du soufre. Et on sait quand même qu'un excès de soufre n'est pas vraiment bon, surtout quand il fait des gaz, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas aller trop près de ce lac rouge et c'est bien dommage. Alors, autre petit élément, le cuivre, bénéfique aux articulations. Je pense que depuis très très longtemps, bien avant que je ne fasse des choses un petit peu particulières, quand j'étais jeune étudiant à l'UNIF, certains étudiants, comment dirais-je, qui faisaient de la gymnastique, se promenaient toujours avec un énorme bracelet en cuivre. Et tout le monde disait, oh, mais pourquoi est-ce que tu tiens ça? Eh bien, c'était vraiment pour soulager les douleurs articulaires, les douleurs musculaires et des choses comme ça. Et donc, c'était une petite pierre, enfin, c'était un bracelet, là, je dirais, qui permettait, je dirais, de travailler mieux et d'avoir moins mal. Et donc, on sait aussi, par exemple, que le cuivre va faciliter les échanges et les communications. Donc, je vous ai mis aussi des belles pierres, une turquoise, une chrysocole. Elle ne fait pas 6 kilos, ma chrysocole, mais, comment dirais-je, ma petite chrysocole, elle n'est pas aussi belle que celle-là. La mienne fait quand même 7 kilos. Hein, donc voilà, c'est vraiment une énorme pierre que l'on peut trouver. Alors voilà aussi la pierre ici, malachite. Je ne sais pas si à quoi ça sert, la malachite. C'est pour guérir, c'est une pierre de guérison, je dirais, surtout pour des maladies physiques à ce niveau-là. Alors nous avons l'aluminium, dans lequel, ah bah oui, elle est superbe aussi. Oui. Malachite. Oui, malachite, elle est belle. Donc aussi, on a donc comme élément l'aluminium qui va favoriser le développement intellectuel, combattre les troubles de l'équilibre, l'aigle marine, la tourmaline, le saphir. Je vous ai mis des petits exemples ici. Il est clair que pour avoir, je dirais, des saphirs, c'est beaucoup plus en joaillerie qu'on va retrouver ça qu'en lithothérapie. Parce que le prix du saphir, oui, c'est trop cher. C'est des pierres qui sont très très chères et qui
proportionnellement au prix, il y a des agates qui coûtent rien du tout, qui ont les mêmes actions et qui sont tout aussi valables. Donc, c'est vraiment pas, il faut pas vraiment, je dirais, aller vers des pierres très chères pour pouvoir avoir des pierres thérapeutiques intéressantes. Autre pierre, autre élément, le manganèse. Le manganèse, lui, il va donc soulager les problèmes d'allergie. Voilà, je crois comme ça va faire moins de bruit, ce sera plus agréable. Donc le manganèse soulage les problèmes de peau, d'allergie, essentiel à la bonne formation du cartilage et des os. Il nous permet aussi de guérir nos maux au cœur et le rationnel avec notre entourage. Le nickel, comme vous voyez la chrysoprase, processus de digestion, équilibrer les émotions extrêmes, donc il va aussi équilibrer la digestion émotionnelle que l'on peut avoir. Le calcium, donc dans toutes les calcites, de toutes les couleurs, les pierres du soleil, ça va donc être le constituant de nos os et de nos dents. Il va renforcer l'ossature. Le calcium apporte une structure et une fondation à notre vie. C'est-à-dire que quand vous avez un enfant qui vient de se casser la jambe, le bras ou des choses comme ça, eh bien, il est intéressant de ne pas quitter, je dirais, une pierre. Vous pouvez en avoir dans son lit, vous pouvez en avoir près de chez vous, vous pouvez l'avoir, je dirais, en collier, en bracelet, ou bien simplement en pierre que vous avez glissé dans sa poche. Il n'y a aucun problème. Mais il faut vraiment permettre, je dirais, de travailler avec ce type de pierre. Alors aussi, quand on parle de pierre, j'aime beaucoup aussi parler de symbolisme des couleurs et de la lumière. On verra un petit peu ce qu'est la lumière, ce qu'on peut en faire. Et donc, on va chaque fois développer, je dirais, les différentes couleurs que l'on peut trouver dans les pierres. Donc, le rouge, je vais en parler tout à l'heure de façon beaucoup plus complexe, donc je ne vais pas m'arrêter là-dessus. L'orange, couleur très vive, symbolise l'audace, l'intelligence, la loyauté, la confiance et aussi la méfiance, parce qu'on a toujours un volant gauche et un volant droit, et donc ça représente, je dirais, toujours les compléments. Donc le jaune, c'est la couleur gaie, vivante, qui représente la joie, l'énergie, la tonicité et le dynamisme, c'est la douceur, l'intelligence. On parle aussi de couleur or, n'est-ce pas? Référence à la richesse et à l'opulence. Le vert, là, comme la malachite, couleur qui fait penser à la nature, c'est pourquoi il représente le naturel, l'équilibre, la permission et la fraîcheur, symboliser le bonheur, l'harmonie, la réussite, l'énergie. N'oubliez pas que c'est la couleur du chakra du cœur, hein, même si on pense qu'il est rouge. Non, 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 c'est le chakra du cœur, il est vert. Ensuite, on va remonter au 5e chakra, la couleur bleue. C'est aussi la nature, mais c'est directement lié plutôt à l'eau, à la mer, au bleu du ciel. C'est donc une couleur aussi qui va symboliser la paix, la calme et la sérénité. C'est une pierre qu'on peut donner très très facilement à des enfants qui sont hyperactifs ou bien des enfants qui sont turbulents. Ça suffira amplement. L'indigo, donc, pour le 6e chakra, c'est la remise en question. On plonge dans le fond de nos pensées, on s'éveille à soi-même et on prend conscience de qui on est. Et le violet est une couleur qui va symboliser la subtilité, le mystère, le romantisme, l'idéalisme. C'est aussi la fraîcheur, la pureté, la paix et le luxe. Alors, ici, j'ai pris par exemple l'exemple du rouge, qui pour moi est une couleur relativement importante. Donc, je vais aussi vous montrer qu'il y a plusieurs gradations dans le rouge. Il n'y a pas que le rouge. Là-bas, si maintenant on peut avoir plusieurs symboles, je dirais, du rouge, ça peut symboliser en même temps l'amour, mais ça peut aussi symboliser la haine. Ça peut symboliser autant la vie que ça peut symboliser la mort. Donc, on sait, je dirais, que cette couleur, je dirais, qui est liée à notre sang, c'est lié au pouvoir créateur. Ça va? Donc, c'est un symbole de vie et de vie qui est très forte. Maintenant, on peut avoir des rouges légers comme des rouges très profonds. Et donc, au plus avoir un rouge profond, on va avoir plus de puissance. Un rose va être beaucoup plus calme. Donc, si on estime que le rouge, ça peut être la joie, l'amour, le désir, l'optimisme, la vigueur, la passion, la tentation, le feu, le sang, la sensualité, le pouvoir, la maîtrise, l'action, la force et le plaisir de vivre. Mais, il y a toujours le penchant. Ça représente aussi la haine, la mort, la violence, l'égoïsme, l'amour infernal, c'est-à-dire la passion dévastatrice, les pulsions, le triomphe, la colère, la destruction, la honte, l'interdit, la colère, l'agressivité, le pouvoir, la puissance, le luxe, l'énergie, etc., etc. C'est quand même aussi une couleur qui peut être brûlante et violente. Elle est débordante d'une vie ardente et agitée. Donc, les pierres rouges, pour faire un tout petit mouvement, dynamisent notre corps et les aspects matériels de notre quotidien. La jaspe, la cornaline, la calcite, l'aventurine, rubis, grenat, cinade. Donc, quand on va parler du symbolisme de la couleur, on va aussi les définir.
Alors pour la psychologie, je dirais, de la couleur, c'est le premier chakra. Le premier chakra, c'est l'incarnation dans la matière, c'est la matricielle, ce qui existe concrètement. C'est aussi une capacité, je dirais, à s'imposer. C'est la volonté, le courage, c'est tout ce qu'on a, c'est le potentiel vital. Et comme c'est aussi relié au premier chakra, c'est relié à la maman. Et la maman, qu'est-ce que c'est? La maman, c'est l'incarnation, mais c'est aussi la sécurité. Et pourtant, le rouge, c'est une couleur guerrière et c'est la couleur du pouvoir. Je ne sais pas, je dirais chez vous, mais comment dirais-je, chez nous, le pouvoir, par exemple, religieux était très très puissant quand même pendant des siècles et des siècles. Eh bien, la couleur rouge était très représentative. Pourtant, on sait aussi que dans ces couleurs, et on expliquera toutes les couleurs, qu'il y a souvent 3 niveaux d'énergie. Donc le premier, c'est le démarrage, la timidité, la fragilité, la discrétion. C'est le système de la petite enfance, de la relation à la mort. Et puis on va avoir un niveau un petit peu plus fort, un peu plus puissant. C'est une couleur qui va nous permettre de nous redresser, qui va nous permettre d'être autonome, d'avoir un peu plus de courage. On va accepter qui on est dans un monde de solitude. On va couper, je dirais le cordon ombilical, puisqu'on va essayer de gagner notre autonomie et notre indépendance. Le rouge un peu plus foncé, c'est la conscience d'exister et de s'incarner. Et c'est aussi la nécessité d'être soi. Il ne faut pas donc se préoccuper à demain, seul le moment présent est important à vivre. Et dans le 3e niveau, c'est vraiment le droit à la vie, on va réclamer de façon très puissante, je dirais. La couleur du rouge, ça va, quand vous rêvez en rouge, je ne sais pas s'il y en a qui rêvent en couleur, parfois il y en a qui rêvent en couleur, il y en a qui ne rêvent pas, pas si tout le monde rêve mais on ne s'en souvient pas, mais il y en a qui disent « Ah, moi j'étais tout en rouge ». Eh bien, si vous rêvez en rouge, ça veut dire que vous risquez de revivre une renaissance. C'est aussi la réhabilitation de rêves refoulés, du désir de vivre. Rêver en rouge, c'est accepter l'aventure de la vie avec ses risques et ses bonheurs, ses souffrances et ses joies. C'est vraiment une résurrection d'une partie de la personnalité. Et donc la vérité du rouge, eh bien je vous ai mis quelques minéraux, rubis, grenage, jaspe, corail. L'élément physique, c'est la terre. Le parfum associé, je vous ai dit que j'aimais aussi un petit peu l'aromathérapie, le cèdre, le clou de girofle, le cyprès, la marjolaine et le vétiver. Donc tout ça, c'est pour nous donner les couleurs. Donc, quand je ferai le cours complet, on verra les 7 couleurs du chakra et puis on verra aussi des couleurs qui n'en sont pas, comme le noir, puisque c'est pas une couleur, comme le blanc qui n'est pas une couleur, mais on aura aussi, je dirais, des bruns, des ocres, on verra un petit peu des couleurs que l'on a l'habitude de trouver en lithothérapie et qui ont une symbolique relativement forte et intéressante à étudier. Autre chose qui va nous donner une variation, je dirais, de l'énergie des pierres, ce sont ses formes. Ça va? Donc, on va savoir, par exemple, que on a des formes un petit peu différentes. On a des formes à 2 côtés, à 4, à 6, à 8, à 12 et à 20 côtés. Et on va un petit peu voir ça. Donc, on sait, par exemple, que le tétraèdre correspond à l'élément feu. Ça va, très dynamique. Il remet en mouvement si une action dans les domaines. L'octaèdre, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est d'abord après. Je vais peut-être le montrer maintenant, comme ça vous verrez un petit peu. Le tétraèdre, vous avez 4 côtés. Octaèdre, vous en avez 8. Là, vous en avez 6. Là, vous en avez 20. Et là, vous en avez 12. Ça va? Donc, comme ça, vous avez un petit peu les formes que l'on peut trouver dans le commerce ou bien même dans la nature, puisque ce sont des pierres qui vont toujours avoir les mêmes angles. Donc le tétraèdre, je viens vous dire, élément feu. L'octaèdre, 8 côtés, donc c'est l'élément air. Il favorise la communication. Le cube, c'est vraiment l'élément terre. Donc les 6 côtés, stabilité, sécurité, réalisation des ambitions. Icosaèdre, 12, élément eau, effet purificateur pour les personnes et pour l'habitat. Et le dodécaèdre, c'est un puissant émetteur d'ondes, comme vous pouvez le voir, je dirais, dans l'image suivante, ici, et vous pouvez compter. Normalement, on doit avoir 10 côtés de ce côté-ci, puisqu'il y a 2 côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus fois 2, on y est. On a le compte qui est bon. Donc, vous voyez, toutes ces structures vont avoir des énergies différentes. L'énergie d'un tétraèdre ne sera pas la même que celle du cube, de l'hexaèdre, puisque c'est 2 choses totalement différentes et complémentaires. Alors, vous avez aussi maintenant l'énergie qui va pouvoir être donnée par la main de l'homme, puisque l'homme a aussi l'habitude de tailler, je dirais, les pierres. Et
vous allez voir que les pierres sont souvent taillées de la même façon. On va souvent les tailler en boules, ça va, diffuser donc une boule d'énergie. Pourquoi? Parce que ça va pouvoir, je dirais, irradier dans tous les sens. La boule, c'est la perfection, c'est un cercle magique, c'est quelque chose qui va aller dans tous les sens, et donc l'énergie de la pierre va être vraiment irradiée dans les sens complets, vers le haut, vers le bas, et des choses comme ça. Maintenant, on va aussi pouvoir trouver des disques, des anneaux, des roues, et donc on va pouvoir aussi retrouver, je dirais, des liens que l'on va pouvoir faire avec cette boule qui sera différente. Autre petite, comment dirais-je, forme, c'est l'œuf. Le rayonnement donc de l'œuf, c'est différent de la boule, parce que si la boule c'est vraiment uniforme, l'œuf aura un rayonnement énergétique un peu plus allongé, plus vers le ciel et plus vers la terre. Par contre, c'est quelque chose, un œuf, qui est plus manuel, je dirais. Quand vous avez un œuf dans votre main, vous sentez vraiment son énergie qui va vous irradier beaucoup plus facilement. Une boule, il y a de l'énergie qui part dans l'univers et qu'on ne parvient pas à capter. Je trouve pour moi que quand on doit travailler avec des cristaux, c'est un travail facile d'avoir des petits œufs avec soi et c'est facile à trouver, je dirais, dans le commerce. Alors évidemment, la pyramide, symbole d'ascension vers le ciel, ça représente vraiment la descente de l'esprit sur la matière, ou la matière reliée à l'esprit. La pointe pyramidale inclut aussi le nombre d'or, puissant amplificateur d'énergie. Ça va, on va utiliser certainement ça pour travailler sur les énergies. Et alors l'obélisque, c'est en quelque sorte une antenne de réception, mais c'est aussi une antenne qui va donner, je dirais, un point très très précis à l'énergie. Je ne sais pas si vous connaissez, je dirais un appareil qui s'appelle le Line Quartz. Nawal, je ne sais pas si tu connais. En fait, c'est c'est un appareil qui rééquilibre les énergies en travaillant avec donc la lumière et avec des quartz, en travaillant avec la musique, en travaillant, je dirais, avec des amplificateurs et des choses comme ça. Et c'est un appareil qui va à chaque fois, je dirais, travailler avec un cristal de roche qui est taillé d'une façon très précise, avec des angles très précis et un peu en forme d'obélisque pour pouvoir vraiment travailler sur les chakras. Et donc, on a les 7 couleurs qui travaillent sur les chakras, qui fonctionnent en série, avec un protocole bien précis en fonction de ce qu'on peut avoir. Et je me dis que j'ai été très, très étonné de revoir encore, je dirais, les résultats d'un appareil qui travaille avec la lithothérapie. Ce n'est pas toujours, je dirais, facile à trouver. Et donc, on a aussi, je dirais, quelque chose qui est beau, je dirais, à voir, c'est la Merkaba. C'est vraiment l'harmonisation, la purification et la protection que l'on peut retrouver dans une pierre. Alors, les cristaux, voilà un petit peu comment on va travailler avec les cristaux. Comment ça marche, ça je vous expliquerai un petit peu. Sachez simplement que ça fonctionne. Le gros problème, je dirais, de trouver des appareils qui peuvent mesurer les fréquences vibratoires des pierres, c'est relativement difficile. Mais comme je vous ai expliqué de façon plus physique comment ça fonctionne. Si maintenant on veut savoir exactement comment fonctionne une pierre, si j'ai celle-ci, si maintenant, imaginez par exemple que j'allume à 20 km de vous une bougie, est-ce que vous allez la voir? Non. Pourtant, elle est allumée et elle fonctionne. Par contre, si maintenant je suis à 20 km de vous, qui fait totalement noir, qu'il n'y a plus un brin de lumière et que j'allume ma bougie, est-ce que vous allez la voir? Oui, au bout d'un certain moment, vous allez voir la bougie qui sera allumée. Et donc, ça ne veut pas dire parce qu'on ne voit pas des choses que ça ne fonctionne pas. L'énergie d'une pierre est bien présente. Si maintenant on peut travailler avec des pierres, je dirais de façon constante et régulière, elle va vous donner, je dirais, toute son énergie et elle va vous aider à réaliser ce que vous devez réaliser au point de vue émotionnel, au point de vue mental ou au point de vue psychologique. Les cristaux. Donc, on va voir un petit peu. J'ai aussi, je dirais, une liste de tous les cristaux qu'on peut avoir. Alors voilà donc comment j'ai l'habitude de présenter les pierres de façon, comment on appelle ça, pas pratique, mais donc si c'est pas pratique, c'est enfin, bref, quand je fais un cours, je dirais non virtuel, c'est comme ça que je présente les pierres. C'est très scientifique évidemment, mais il y a les éléments dont on a besoin pour pouvoir travailler. Sinon, vous avez cette fameuse améthyste. Je crois que Nawal avait une de ce type-là, donc un amas de cristal. Les cristals, oui, voilà, c'est tout à fait ça, cristal naturel, ça va. Et puis alors, vous avez aussi maintenant des améthystes qui sont roulés, qu'on peut avoir, les cristaux tout à fait naturels, et vous pouvez avoir même des améthystes facettés.
à ce propos-là, j'ai même un jour trouvé une améthyste tout à fait particulière qui était plutôt verdâtre. Elle était très, très rare. Je suis tombé dessus, je suis tombé amoureux. Elle était facettée et je l'ai donc achetée à mon épouse qui aime beaucoup cette pierre-là, qui lui apporte aussi énormément d'énergie. Alors, quand on parle de pierre, je vous ai dit, ça c'est ma partie un petit peu scientifique. On sait par exemple que l'améthyste appartient au groupe des quartz. La composition chimique, c'est dioxyde de silicium. Vous verrez qu'il y a énormément, je dirais, de silicate, donc de dioxyde de silicium, plus, je dis un élément aluminium, fer, calcium, magnésium, lithium, sodium, qui va peut-être donner, je dirais, des couleurs un petit peu différentes. C'est une pierre, l'améthyste, qui est quand même relativement 7, qui est relativement dure. Elle a une dureté de 7, donc ça va jusque 10 qui est le diamant et le 1 qui est le talc. On verra aussi un petit peu dans le coup, on donnera, je dirais, la définition de cette échelle. Le cristallin, donc, c'est le triangle, principe de formation magmatique, et les gisements, on en trouve assez bien, je dirais, de l'améthyste, mais essentiellement Brésil, Uruguay, Madagascar et Russie. Alors, je ne sais pas pourquoi, je trouve que dans Madagascar, on trouve énormément de pierres précieuses, semi-précieuses. J'aimerais bien un jour aller jusque là-bas parce que j'ai l'impression que j'y trouverai mon bonheur facilement. Alors, les couleurs de l'améthyste, c'est du mauve très très pâle au violet soutenu, et je vous dis, j'ai trouvé une améthyste légèrement verte qui est assez extraordinaire. Le chakra, on dit que c'est le racine, mais on dit aussi que pour certaines pierres, l'améthyste, la couleur, c'est le septième chakra avec lequel on peut travailler. Alors donc, dans les traditions, regardez, c'est assez amusant, que ce soit les Celtes, je dirais, l'Inde, le catholicisme dans lequel j'ai retrouvé ceci, ce sont des pierres qui ont été données, je dirais, aux druides, aux brahmanes, aux évêques, et qui donc sont les couleurs mauves. Et vous allez voir que cette couleur mauve revient très très souvent. Par contre, pour les bouddhistes qui utilisent cette pierre, eh bien, c'est la pierre du cheminement spirituel. Les bouddhistes ont cette particularité de ne pas avoir de chef spirituel, de ne pas avoir de structure, je dirais, religieuse, mais ils ont simplement Bouddha et ils ont pas de maître spirituel autre que celui-là. Alors, quand on se marie, 48 ans de mariage, noces d'améthyste, et la symbolique de la pierre, force et sagesse, éveil et spiritualité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le champ d'application. Au niveau physique, je dirais, c'est donc le chakra du plexus solaire, donc vous les mettez sur le plexus solaire, elle va pouvoir limiter les douleurs d'estomac et les douleurs surtout d'estomac liées au stress. C'est une pierre qui va vous donner déjà un peu vous apaiser. Elle va aussi, je dirais, régulariser la flore intestinale et favoriser la rétrorésorption de l'eau. Là, vous pouvez la mettre au niveau intestinal sur le côlon transverse, généralement au centre, qui est un petit peu plus haut, je dirais, que le nombril. Vous allez avoir de très très bons résultats. Régulariser la flore intestinale, donc ça j'ai dit. Aide le foie à rester en bonne santé. Vous pouvez le mettre sur le plexus solaire, vous pouvez aussi le mettre à hauteur du foie. Efficace pour traiter les troubles auditifs, hormonaux, problèmes sanguins et infections. Aide le système immunitaire, le système circulatoire et nerveux à nous soutenir. Donc vous voyez que c'est quand même énormément de champs d'action et on peut tous trouver, je dirais, un champ d'action qui est intéressant pour notre propre personne. Il n'y a pas vraiment un champ d'action. Si maintenant vous décidez de travailler avec une pierre d'une autre couleur, eh bien, ça pourra être autre chose, mais si vous avez envie de travailler la flore intestinale ou des choses comme ça, c'est une pierre qui va vous aider assez bien. Alors, au plan physique toujours, au point de vue d'une brûlure, elle va aider à la guérison. Elle va calmer les migraines, les autres maux de tête. Elle va faire baisser la fièvre. Elle va combattre l'ivresse et est utilisée pour les intoxications, alcool, tabac, drogue, café. Donc, tous les problèmes d'assuétude, vous pouvez demander comme aide au traitement, apporter une améthyste, que ce soit, je dirais, en bague, en collier, que ce soit dans la poche, ou n'importe quoi. Une pièce, c'est facile. Je dirais que pour vous désintoxiquer, on sait aussi que ça agit beaucoup la nuit. Donc, vous pouvez la mettre à côté de votre lit. Vous pouvez la mettre en dessous de votre oreiller. Tout ça, ça fonctionne bien. Alors, on sait aussi que c'est une pierre qui va compenser les excès obsessionnels d'ordre sexuel comme la nymphomanie, le priapisme et l'érotomanie du troisième âge. Donc, on peut donner ça, je dirais, à des personnes âgées qui ont des instincts un petit peu obsédés. Chakra racine, si on la met sur le chakra racine, va favoriser la guérison des crises de gouttes en agissant sur le taux d'acide urique. Alors, au point de vue plan émotionnel et mental,
Évidemment, on est dans un niveau un petit peu plus subtil. L'améthyste va permettre d'être maître de nos passions irraisonnées, ça va, et de nos pensées obsessionnelles, et ainsi d'être objectif et conscient. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vous trouver pour lui dire, voilà, je ne sais pas choisir, je suis avec quelqu'un qui ne me plaît pas du tout, c'est très embêtant, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment dire, etc., etc. Donc, je ne sais pas, ben, l'améthyste va pouvoir être une pierre qui va vous permettre d'aider la personne à justement avoir des objectifs clairs, des objectifs conscients, et va pouvoir donc agir en ce sens-là. L'améthyste va aussi accroître la concentration et l'efficacité des pensées. Elle va aider en cas de deuil, au sens large, et permet de surmonter les pertes. C'est-à-dire, en cas de deuil, bon, c'est évidemment le deuil traditionnel, mais si maintenant vous perdez un travail, c'est aussi un deuil. Si maintenant vous explosez votre voiture qui vous plaît et que vous avez mis tous vos sous dans la voiture, c'est aussi un deuil. Non, ça peut aider, je dirais, à guérir certaines de ces blessures-là. Alors, une améthyste placée dans une pièce va nettoyer celle-ci des énergies négatives. Dans une chambre à coucher, elle va apporter le sommeil réparateur. Alors, je ne l'ai pas ici, c'est bien dommage, hein, moins que... Non, je ne l'ai pas ici, et c'est vraiment bien dommage, parce que je peux vous montrer aussi une améthyste noire. C'est une améthyste que j'avais ramenée à un ami qui est médecin, et qui l'a mise sur son bureau. Et après 2 ans, cette améthyste était noire. C'est-à-dire qu'elle avait certainement pris toutes, je dirais, les énergies négatives des patients, et elle les avait certainement aidés, mais elle avait pris la couleur vraiment noire. C'était terrible de revoir cette pierre, parce que comme Nawal a montré tout à l'heure, on a la roche, je dirais, qui est légèrement blanchâtre d'un côté, dont l'autre, la brute. Montre un peu la pierre brute. Ouais, vous voyez, le bord vraiment, il est noir, c'est de la roche, et puis vous avez le blanc, je dirais, juste au-dessus. Eh bien, tout ça, il y avait le blanc qui était là, mais au-dessus, c'était noir comme de la pierre. C'était incroyable d'avoir vu travailler cette pierre-là. On a essayé de la nettoyer, de la nettoyer, de la nettoyer. On l'a remise en terre, on l'a mis, et rien à faire. Elle reste noire. Donc voilà. Toujours au point de vue émotionnel et mental, elle va apporter la sérénité, elle va décontracter les muscles. Quelques améthystes sous l'oreiller vont éviter d'avoir des cauchemars. Elle va diminuer les angoisses, elle va diminuer les colères. Sur le chakra du 3e œil et du plexus solaire, équilibre mental mais calmer l'hystérie. Sur un plan spirituel, c'est sans doute, à mon avis, la meilleure pierre avec laquelle on peut travailler pour favoriser la sagesse, l'intuition. Elle permet d'augmenter la concentration, elle permet d'augmenter notre capacité à méditer, elle va stimuler l'imagination, la créativité, la clarté d'esprit et la sérénité, renforcer le sens de la justice, et en méditation, elle permet de couper avec les dialogues incessants de l'esprit et nous permet de trouver une paix profonde en soi. L'améthyste accroît aussi l'aura et l'estime de soi. Donc, vous voyez, c'est une pierre quand même majeure en lithothérapie. C'est une pierre qui nous permet de travailler correctement. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, purification au distillé, rechargement sur un mât de quartz, sur un soleil, pas de soleil pour celle-là, géométrie cristalline périphérique. Je vous expliquerai ça dans la formation. C'est la façon de placer, je dirais, les pierres autour de la personne afin de pouvoir travailler, je dirais, l'énergie des pierres. Signe astrologique, Sagittaire, Poisson, Vierge, Verseau et Capricorne. Alors une pierre, je dirais aussi bien rouge, que j'aime beaucoup, qui est la cornaline. Je vous ai ici donc une petite cornaline brute, un naturel, des pierres roulées, des bagues en pendentif. On peut trouver, je dirais, à peu près tout ce qu'on veut dans le système. Cornaline, donc, groupe microcristallin, famille des agates, composition chimique dioxyde de silicium, de nouveau un dioxyde de silicium, donc encore un silicate, mais ici avec donc du fer, de l'oxygène et de l'hydroxygène. La dureté, c'est aussi 7, cristallin rhomboédrique, c'est de nouveau la même, magmatique, Brésil, Inde, Madagascar et Uruguay. Du rose clair au rouge, en passant par le rouge vermillon et l'orange, chakra sacré. Tradition, c'est une pierre qui va permettre d'activer la matière morte. Donc, quand vous avez des pierres, enfin de la matière qui est inerte et qui est morte, par exemple, comme du talc et des choses comme ça, si vous voulez réactiver, je dirais, cette matière-là, eh bien, on va pouvoir se faire aider de la cornaline. Donc, symbolique, levier agissant et nettoyage et purification. Alors, plan physique, chakra du sexe favorise l'érection chez l'homme et augmente la fécondité, purifie les liquides du corps en augmentant la mémoire cellulaire, active le système immunitaire au niveau cellulaire, favorise la digestion, régénère les tissus et le sang, surtout du foie, de la vésicule, des poumons, de la colonne vertébrale, grande affinité pour améliorer l'oxygénation des tissus qui contiennent du sang.
active l'assimilation des vitamines, des minéraux et oligoéléments dans les intestins. Donc, vous voyez, au point de vue physique, c'est quand même important d'avoir ce genre de pierre. La cornaline calme les personnes colériques et émotives, elle a la particularité d'absorber les énergies plutôt que de les amplifier et en les faisant rayonner. Donc la cornaline, c'est une pierre joyeuse, spontanée, qui permet à son utilisateur de se centrer dans le moment présent. Chakra du sexe améliore donc la procréation en absorbant les énergies négatives qui causent les blocages, l'impuissance et la fragilité. Permet de surmonter la colère, l'envie, la rage, la tristesse, la confusion et la jalousie. Elle donne aussi courage et stabilité, favorise la capacité à résoudre les problèmes. C'est une pierre rouge de sang quand même qui améliore tout le système. Au point de vue spirituel, elle rend serviable et idéaliste, permet à celui qui l'apporte d'intervenir énergiquement pour une bonne cause, confère de la stabilité et le sens de la collectivité. Et donc voilà ce qu'on peut dire. Purification eau distillée salée, rechargement sur un amas de quartz au soleil, géométrie donc 6 pointes ou icosaèdre de cristal, et les signes astrologiques, le taureau, la vierge, le scorpion et le bélier. Alors la dernière petite pierre que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est donc l'aragonite. Je dirais, regardez un peu la couleur, c'est difficile à dire, ocre, orange, rouge, c'est un petit peu compliqué. Et c'est une pierre du Maroc. Je peux vous garantir qu'on peut en trouver au Maroc. Hein, donc on va devoir les chercher. Donc par contre, c'est un autre groupe, c'est les carbonates. Ça pourrait ressembler, attends. Oui, ça pourrait ressembler à ça. Mais généralement, elle est oui, c'est possible, tiens. C'est possible que ce soit ça aussi. Donc, carbonate de calcium, fer, manganèse, plomb. Vous voyez, c'est une pierre qui est beaucoup moins solide, 3,5 à 4 au point de vue dureté, losange, magmatique ou sédimentaire. On en trouve au Maroc ou en Namibie, de couleur incolore, blanc, beige, marron, rose, rouge, marron, rouge pâle, rose, vert clair et brun. Chakra normalement 1. Mode chrétien, c'est une pierre qui va assurer la fermeté, la force et la vertu. En Égypte, c'est une pierre qu'ils ont utilisée pour la résurrection des morts. En Afrique, c'est une structure interne impérissable qui permet de favoriser l'ossature. En Inde, au Tibet, c'est donc la pierre de l'ascète qui va se dépasser à la notion de vie et de la mort. Au point de vue symbolique, donc, c'est le support de la matière vivante sans lequel l'esprit ne serait rien, pierre de l'ancrage et de la libération du mental. Et quand vous regardez, je dirais, cette pierre-là, au centre, donc, sur fond noir, vous voyez aussi que toutes ces pierres irradient dans tout le sens. Ce sont des pierres que l'on trouve quasiment à l'état naturel. Et donc, vous voyez ce qu'on peut en faire qui va donc nous ancrer et nous permettre aussi de travailler sur l'esprit. Au point de vue physique, carbonate de calcium, il faut pour tous les problèmes osseux comme le corail. L'aragonite aussi aide à réparer toutes les fractures et aide à fortifier les os et les dents. C'est une pierre du premier chakra, mais comme les macles de cristaux rayonnent en étoile, donc tous les macles sont sur les petits tuyaux que vous avez vus de cristaux qui rayonnent en étoile. On utilise aussi sur le chakra du cœur comme outil de centrage sur tout le squelette. Elle stabilise et régularise les métabolismes du calcium, stimule l'activité musculaire, favorise la formation et l'élasticité des ligaments, comme sel minéral, alcalinise la digestion, également utilisée pour les problèmes de peau. Plan émotionnel et mental, l'aragonite nous apprend la patience, surtout aux personnes stressées, dont elle apaise angoisse et anxiété. Elle apprend aux hypersensibles le calme et la sérénité, en les guidant donc vers plus de concentration de l'esprit, permet de se recentrer quand on a l'esprit qui vagabonde. Plan spirituel, elle relie les énergies terrestres, pierre très concrète qui engage la discipline, je dirais physique, stabilise le développement spirituel stabilise les développements spirituels trop rapides. Et je pense que c'était, voilà, purification, ose distillée, pas de sel, c'est un carbonate, vous seriez surpris, rechargement sur quartz, géométrie 4 pointes, le signe astrologique, Lion, Vierge, Capricorne et Taureau. Voilà donc un petit peu ce que je voulais vous dire et ce que l'on trouvera, mais de façon beaucoup plus détaillée et beaucoup plus précise dans la formation de lithothérapie. Je vais arrêter de partager et remettre, je dirais, les images chez tout le monde. Voilà, ça je peux éliminer. Voilà donc, je dirais ce que j'avais envie de vous expliquer aujourd'hui pour un peu que vous ayez une idée de la formation. Je ne sais pas encore combien de temps on va prendre, comment on va le faire, comment on le fait, mais je pense vraiment que comme thérapie d'appoint, ça peut être très très intéressant d'aller beaucoup plus loin dans les pierres
Je vous dis parfois, je viens d'avoir, comment on appelle ça, cette diverticulite. Euh, J'étais quand même pas très très bien. J'étais sous antibiotiques et j'avais fort mal. Et je me suis dit, Michel, tu es vraiment con. Donc j'ai été me chercher une petite pierre qui s'appelle l'œil du tigre. Je l'ai mis, je dirais, dans ma poche. Et je peux vous garantir que dans la, oui c'est celle-là, oui c'est l'œil du tigre. Dans la minute qui a suivi, mes douleurs étaient nettement moins importantes. Et depuis, je garde cette petite pierre dans ma poche, je n'ose pas la bouger, tellement, je dirais, elle m'a bien aidé. Et ça a été quand même relativement rapide. C'est-à-dire que maintenant que vous avez des maux de tête liés, je dirais, à trop dans la tête au point de vue émotion, des choses comme ça, si vous mettez l'améthyste à l'endroit des tempes, bien vous couchez dessus, des choses comme ça, vous allez voir que la douleur part assez rapidement. Et donc, je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire pour avoir en plus, je dirais, dans notre traitement de naturopathie. Et en plus de ça, pour vous, mesdames, sachez quand même que toutes les pierres donnent quand même énormément de bijoux intéressants à porter, etc. Bon, l'idéal, c'est quand même de porter sur la peau. Ça va, c'est le plus facile, que ce soit en bracelet. Oui, c'est ça, ce sont des bracelets que l'on trouve maintenant dans à peu près toutes les régions du monde, ou bien comment on appelle, en collier. Je peux vous montrer, attendez, ça j'en ai près d'ici, je vais vous montrer. Parce que quand on a travaillé avec les pierres, ma femme s'est pris pour, je dirais, un plaisir malin. Et donc, elle a travaillé, elle a fait des colliers en perles. Ici, il y a de la pierre du tigre, il y a des parties de verre, il y a aussi des morceaux, je dirais, de volcan. Donc, il y a moyen. Ben oui, c'est ça. Je crois que ça vaut vraiment la peine d'aller vers la fabrication de choses comme ça, avec les pierres qui vous ressemblent le plus. On trouve très facilement, quel que soit le pays dans lequel on habite, des magasins qui nous donnent des pierres de 2 mm, de 4 mm, de 6, de 8. Et avec ça, on fait ce qu'on a envie et on peut travailler et porter les pierres sur soi, ce qui est relativement intéressant. Voilà.